Il y a eu bien des manières de définir celui que l'on appellera le roi Voltaire, libérateur pour les uns, antéchrist pour les autres. Il est en son temps le mortel le plus illustre, le maître incontesté dans tous les genres. Le poète épique a célébré la gloire d'Henri IV. Le tragique est égalé à Corneille et à Racine. Le philosophe a fait connaître en France la pensée de Newton. L'auteur de l'Essai sur les mœurs a renouvelé la conception de l'histoire. Voltaire est l'esprit universel, le génie fait homme. D'Oedipe, en 1718, à Irène, en 1778, pas un instant sa renommée n'a faibli. Sa longue existence a fait de lui le chaînon entre le grand siècle et les temps révolutionnaires. Celui qui a vécu sa jeunesse sous le vieux Louis XIV aurait pu, s'il avait vécu 20 années de plus, voir s'achever la terreur et sombrer un monde. Toujours souffrant, toujours mourant, il a été la vitalité même, débordant d'une incroyable énergie. Rien n'égale la vivacité de son intelligence, rien n'échappe à sa curiosité. Si ses tragédies et ses comédies ne nous concernent plus guère, il demeure l'étincelant écrivain des contes, de Zadig à Candide, l'auteur de ce dictionnaire philosophique qui voulait mettre l'opinion en alphabet, l'homme qui a prétendu faire penser et réfléchir son siècle sur quelques-unes des grandes questions, métaphysiques, religieuses, philosophiques, qui continuent d'interpeller le monde moderne. Cet homme de plume fut également un homme d'action. Il a plaidé pour la réforme de la législation criminelle, décrété d'accusation les crimes contre l'humanité, lutté pour la tolérance et la liberté de penser, combattu sans relâche les préjugés, les fanatismes, la superstition. Nul n'a fait plus que lui pour enseigner la justice et la pitié. Voltaire, ce flambeau, dira Victor Hugo, la lumière qui a éclairé son siècle, celui qui a su inspirer le scrupule dans la conscience humaine. Il y a eu bien des manières de définir celui que l'on appellera le roi Voltaire, libérateur pour les uns, antéchrist pour les autres. Il est en son temps le mortel le plus illustre, le maître incontesté dans tous les genres. Le poète épique a célébré la gloire d'Henri IV. Le tragique est égalé à Corneille et à Racine. Le philosophe a fait connaître en France la pensée de Newton. L'auteur de l'Essai sur les mœurs a renouvelé la conception de l'histoire. Voltaire est l'esprit universel, le génie fait homme. D'Oedipe, en 1718, à Irène, en 1778, pas un instant sa renommée n'a faibli. Sa longue existence a fait de lui le chaînon entre le grand siècle et les temps révolutionnaires. Celui qui a vécu sa jeunesse sous le vieux Louis XIV aurait pu, s'il avait vécu 20 années de plus, voir s'achever la terreur et sombrer un monde. Toujours souffrant, toujours mourant, il a été la vitalité même, débordant d'une incroyable énergie. Rien n'égale la vivacité de son intelligence, rien n'échappe à sa curiosité. Si ses tragédies et ses comédies ne nous concernent plus guère, il demeure l'étincelant écrivain des contes, de Zadig à Candide, l'auteur de ce dictionnaire philosophique qui voulait mettre l'opinion en alphabet, l'homme qui a prétendu faire penser et réfléchir son siècle sur quelques-unes des grandes questions, métaphysiques, religieuses, philosophiques, qui continuent d'interpeller le monde moderne. Cet homme de plume fut également un homme d'action. Il a plaidé pour la réforme de la législation criminelle, décrété d'accusation les crimes contre l'humanité, lutté pour la tolérance et la liberté de penser, combattu sans relâche les préjugés, les fanatismes, la superstition. Nul n'a fait plus que lui pour enseigner la justice et la pitié. Voltaire, ce flambeau, dira Victor Hugo, la lumière qui a éclairé son siècle, celui qui a su inspirer le scrupule dans la conscience humaine. Voltaire a voyagé,
moins que Jean-Jacques Rousseau contraint par une jeunesse vagabonde et sans attache, puis par l'exil. Dans sa jeunesse, il est en quelque sorte sans domicile fixe. « Je passe ma vie de château en château », dit-il en 1719. On le voit à Sully, Villars, Richelieu, La Source. Bruxelles et La Haye, plus tard Amsterdam, l'accueillirent à maintes reprises. La fréquentation du château de Sceaux et de la cour de la duchesse du Maine firent sa renommée mondaine et lui valurent de connaître la Bastille de mai 1717 au mois d'avril de l'année suivante. En 1726, un nouveau séjour dans la prison royale précéda son départ forcé vers l'Angleterre, où il resta jusqu'en 1728. Ce séjour anglais, étape déterminante dans sa vie et son orientation philosophique, se passa en grande partie à Londres, chez son ami Faulkner. Réinstallé à Paris, le scandale des lettres philosophiques, en 1734, le contraignit à se réfugier à Cirey, où son amie, la marquise du Châtelet, mit le château familial à sa disposition. Une grande époque de travail et d'études scientifiques. Depuis longtemps en correspondance avec le futur roi de Prusse, Voltaire, après diverses missions diplomatiques à Berlin, Aix-la-Chapelle ou Bayreuth, finit par accepter en 1750 l'invitation de Frédéric II à Potsdam. D'abord charmé, il doit déchanter. Mêlé à diverses querelles, dont celle où il prend parti contre Maupertuis, directeur de l'Académie de Berlin, ses relations avec le souverain se refroidissent. Frédéric aurait eu ce mot méprisant « On presse l'orange et on jette l'écorce ». Voltaire quitte la Prusse en mars 1753, un moment retenu de force à Francfort, sur ordre de Frédéric. Après un court séjour à Lyon, où l'accueil plutôt frais le décourage, il achète près de Genève un domaine, les Délices, où véritablement il se sent enfin chez lui. Ces démêlés avec les autorités religieuses le poussent à chercher, hors de la cité de Calvin, un refuge commode. Ce sera Ferney, acheté en 1758, où le philosophe résidera jusqu'à son départ pour Paris en février 1778. Au fil des années, il devient le bienfaiteur de la région. Il est désormais, pour ses contemporains, comme pour la postérité, le patriarche de Ferney, le lieu où afflueront de partout les visiteurs, gens de lettres comme d'Alembert ou grands seigneurs comme le prince de Ligne. Le voilà devenu l'aubergiste de l'Europe. Un aubergiste peu commun, dont la gloire universelle fera la célébrité d'un village jusque-là inconnu, aux confins de la France et des terres genevoises. Cirey, proche de la Lorraine, était un désert. La construction, commencée en 1640, n'avait pas été terminée faute de moyens. Le bâtiment Louis XIII domine à l'est la vallée de la Blaise. Une aile, qui ne fut jamais achevée, se détache à l'ouest du gros pavillon et supporte l'aile Louis XV due à Voltaire. En 1734, le château était fort délabré, peu confortable et mal chauffé. Sa fortune le permettant, Voltaire, avec l'autorisation du couple des du Châtelet, entreprit la réfection du bâtiment. Le lieu devint un séjour agréable qu'une visiteuse, Madame de Graffigny, décrivit en 1739. « Ah, quel enchantement que ce lieu ! Mais, ajouta-t-elle, tout ce qui n'est point l'appartement de la dame et de Voltaire est d'une saloperie à dégoûter. L'escalier Louis XIII permet d'accéder au comble et au petit théâtre de Voltaire, un petit bijou récemment restauré, où l'on donna la première du comte de Boursoufle et qui a gardé l'aspect que lui avait donné Voltaire à l'époque. En ces lieux voués à l'amour et à l'étude des sciences et des arts, Voltaire et Émilie vécurent 15 années d'une passion exceptionnelle. Cirey fut pour le philosophe et jusqu'à la mort de son ami en 1749 son point d'attache. Cette disparition bouleversa sa vie. Âgé de 60 ans, soucieux d'une retraite ou mener une vie paisible, Voltaire, interdit de séjour à Paris par la volonté du roi Louis XV, opta pour la région lémanique. Il fit antichambre au château de Prangin, dans le canton de Vaud. Son choix se porta sur le domaine de Sur-Saint-Jean à Genève et le domaine de Montrion à Lausanne comme résidence d'hiver.
Une dérogation obtenue par l'intermédiaire de ses amis Tronchin permit à ce catholique de s'installer en territoire calviniste. Il l'emménagea dans sa maison rebaptisée Les Délices, charmante, commode, spacieuse, et très solennellement lui dédia une épître. Genève et Lausanne présentaient pour Voltaire de nombreux avantages. La présence d'une société cultivée, la famille Tronchin, le conseiller François, son banquier Jean-Robert, son médecin Théodore, ainsi que les frères Cramer, qui imprimèrent l'immense production littéraire de cette époque de sa vie. Dans le but d'accueillir le plus grand nombre possible d'hôtes, la maison et le jardin devinrent un vaste chantier. Adjonction d'une aile, construction, aménagement luxueux des salons et des chambres, agrandissement du jardin et des plantations variées. Voltaire exprima ainsi l'une des formes du bonheur chez lui, l'effervescence des initiatives. Un aveu significatif lui échappa en mars 1755. Je finis enfin par mener une vie patriarcale. Malgré quelques remous provoqués par l'édition de la Pucelle d'Orléans, l'article Genève de l'encyclopédie par d'Alembert, les controverses autour du poème sur le désastre de Lisbonne, les humeurs du consistoire de Genève en raison des représentations théâtrales données aux délices, Voltaire vécut jusqu'en 1758 des mois d'insolent bonheur. Au cours de l'été 1758, il essuya de nouveau un refus de la part de Louis XV à propos d'un éventuel retour à Paris. Il dut se résigner à ne songer qu'à sa retraite. Le climat, devenu difficile à Genève, l'incita à chercher une nouvelle demeure. Il acheta les seigneuries de Ferney et de Tournai à la fin de l'année. Il en profita pour publier Candide. Il revendit les Délices en 1765. La propriété fut morcelée au XIXe siècle. Le bâtiment profondément remanié accueillit en 1953 l'Institut et Musée Voltaire. Il n'avait plus rien à voir avec la demeure qu'avait connue le patriarche. Contraint de chercher refuge loin de Paris, Voltaire décida de prendre sa retraite et de mener une vie patriarcale. La Genève calviniste ne l'ayant pas supporté, il dut abandonner ses prétendues délices, et Ferney, en 1758, lui offrit une terre vierge. Le comté de Tournai voisin, un titre de noblesse. Cette retraite, ce jardin qu'il cultiva 20 années durant, n'eurent rien d'un repli sur soi, et le roi Voltaire, dans sa seigneurie, créa son cadre de vie. Le château et son parc, qu'il construisit et aménagea, une cour composée d'amis, de voisins, de visiteurs étrangers, et pour ses vassaux, il bâtit un village, attentif qu'il était à ses droits et à ses devoirs de seigneur. Toujours allant, toujours souffrant, il accueillit à Ferney aristocrates, philosophes, artistes et auteurs. La liste serait longue, qui va des ducs de Villars et Richelieu aux princes de Ligne, en passant par d'Alembert, Condorcet, les émissaires de la cour de Russie, les acteurs Lequin et mademoiselle Clairon, Grétry, Casanova, le chevalier de Boufflers et de très nombreux visiteurs anglais. L'affluence était telle que Voltaire fixa une étiquette. Sortant de son château à une heure précise, il s'adressait brièvement à chacun des pèlerins, si possible dans leur langue maternelle, et s'efforçait de les gagner à la juste cause philosophique par ce protocole impressionnant. Tous ceux qui l'approchèrent ou qui vécurent un moment dans son intimité apprécièrent son charme et sa générosité, son esprit et son génie. Son accueil se voulait un juste milieu entre l'étiquette et la droiture du cœur. En parfait homme du XVIIIe siècle, sa conversation se conformait au goût, au caractère, à la disposition de ceux à qui il s'adressait, toute qualité que l'on retrouve dans sa correspondance. La construction de Ferney, plus d'une centaine de maisons à son actif, fut l'entreprise de la décennie 1766-1776. Allant de pair avec l'assèchement des marais, les progrès de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce, il offrit à ses colons une église neuve, une fontaine et des adductions d'eau, des rues pavées et un théâtre. Les réceptions au château donnaient lieu à des fêtes populaires et furent l'occasion de déployer un faste ridicule pour certains, admirable pour d'autres. Ainsi se forgea autour d'une table réputée un rituel de la visite à Ferney, étape
indispensable à tout esprit qui se voulait éclairé, contribuant ainsi à faire de Ferney le centre nerveux de l'Europe. Les ouvrages de Voltaire sont au cœur de la philosophie du XVIIIe siècle. Comme ses contemporains les plus illustres, Jean-Jacques Rousseau ou Denis Diderot, l'auteur du traité sur la tolérance est d'abord un défenseur fervent de la liberté de penser, mais aussi l'adepte d'une manière nouvelle de penser, davantage en prise sur le réel, qui récuse les systèmes abstraits élaborés depuis Descartes. Son intelligence universelle s'est exercée dans tous les genres, de la tragédie au poème, du conte à l'épopée et de l'histoire à la philosophie. Dans tous, il domine son siècle et paraît la vivante incarnation de son temps. Jadis, Émile Faguet l'appelait, pour le dénigrer, un chaos d'idées claires. En réalité, si la réflexion de Voltaire, en dehors de ses grandes œuvres, se disperse en une multitude d'écrits brefs qu'il appelait lui-même des rogatons ou des petits pâtés, ce n'est nullement impuissance à penser, mais conviction que les textes brefs frappent davantage parce qu'ils ne lassent pas le lecteur. Et c'est encore pourquoi il recourt à la formule des articles courts dans son dictionnaire philosophique. Il met au service de cette pensée toujours en prise sur l'actualité politique, religieuse, sociale, un style nerveux, rapide, son esprit étincelle, son ironie assassine. Toutes ses œuvres, y compris celles en apparence les plus anodines, sont d'engagement et de combat. Se comparant à Rousseau, bien plus théoricien, Voltaire disait lui-même « Jean-Jacques écrit pour écrire, et moi, j'écris pour agir ». Le XIXe siècle a souvent, à tort, dénoncé son athéisme, anti-chrétien si l'on veut, puisqu'il nie la divinité du Christ ou la révélation, anticlérical certes, dont le cri de ralliement « Écrasons l'infâme » s'en prend à l'exercice du pouvoir temporel par l'Église, mais déiste du souper de Zadig ou de la prière à Dieu, qui, après avoir longtemps combattu le fanatisme, ouvrira, à partir de 1770, un second front contre les athées et matérialistes. Si son esthétique demeure classique, il a su cependant reconnaître la relativité du goût, s'ouvrir, jusqu'à un certain point, à Shakespeare et oser dans la tragédie quelques innovations qui préparent de loin la révolution romantique. À elle seule, son immense correspondance, plus de 20 000 lettres avec plusieurs centaines de destinataires, est une création en soi, où brille son incomparable promptitude, son écriture incisive et son inlassable engagement. Parcourez la correspondance de Voltaire. Les relations, proches ou lointaines, éphémères ou durables, apparaissent par centaines. Il y a les amis, d'Amy Laville ou les d'Argental, les grands seigneurs, ducs de Choiseul et de Richelieu ou les d'Argenson, les souverains même, Frédéric II de Prusse ou Catherine II, autocrate de Russie, un pape même, Benoît XIV. Des hommes de lettres aussi, amis ou adversaires, d'Alembert et Desfontaines, Algarotti et la Baumelle, le marquis d'Argent ou la Harpe, des gens du monde et des acteurs, des savants et des poètes, des philosophes et des pasteurs. Qui n'a pas ambitionné d'approcher l'homme le plus illustre du siècle? Voltaire n'a jamais été insensible aux honneurs. Avec Frédéric II de Prusse, ses relations ont duré 40 ans, l'un et l'autre au début multipliant protestations d'amitié et entretiens philosophiques dans l'entente exemplaire du futur souverain et du maître à penser. Mais Voltaire sera déçu par un souverain qui se révélera souvent plus despote qu'éclairé. Frédéric s'irritera des indiscrétions et de ce qu'il nomme les trahisons de l'écrivain. Quant à Catherine II, douée d'un sens remarquable de la publicité, elle saura amadouer et flatter le grand homme, qui est séduit par sa politique anticléricale, sans trop apercevoir les excès du régime autocratique de la tsarine. Avec certains des plus grands, les rapports ne sont pas toujours aisés. Voltaire a correspondu avec Diderot, qu'il rêvait de faire entrer à l'Académie française, mais qu'il ne rencontrera que peu avant de mourir. Il lui a suggéré, au moment des persécutions contre l'encyclopédie, qu'il n'approuve d'ailleurs pas sans réserve, d'aller poursuivre ailleurs en sûreté la grande entreprise. Diderot admire Voltaire, mais Voltaire a des réserves sur son athéisme et son matérialisme, des réticences sur son emphase et son esthétique, et les deux hommes ne sympathisent pas vraiment. C'est bien pire avec Jean-Jacques Rousseau.
Voltaire ne lui a pas pardonné d'avoir contrarié son projet de déniaiser les Genevois par la propagande des idées philosophiques. Même s'il apprécie, dans l'Émile, la critique acerbe des religions révélées, Rousseau est définitivement le Judas de la philosophie. Querelle de géants, où parfois Voltaire s'abaisse jusqu'à la mesquinerie, voire la délation et la calomnie. Divergence de vues, antipathie personnelle, opposition idéologique. Loin de constituer un groupe compact et homogène, les philosophes des Lumières, unis contre l'infâme, n'ont pas en tout les mêmes aspirations. On ne résume pas l'existence d'un Voltaire. Comment la raconter en quelques faits alors qu'elle fut si riche et incroyablement remplie? La petite histoire pourrait se satisfaire des anecdotes. Son séjour en Hollande, les 11 mois passés à la Bastille en 1717, l'ignominieuse bastonnade d'un poète, le voyage essentiel en Angleterre, l'épisode de Cirey aux côtés de Madame du Châtelet, la pénible expérience de Potsdam auprès du roi de Prusse, les 23 années d'exil à Genève et à Ferney, autant d'étapes qui jalonnent une chronologie, mais ne font pas une vie. Voltaire a bien entrepris des mémoires, mais ils déçoivent ceux qui y cherchent aveux et confidences. Voltaire n'est pas Rousseau. Il ne fait pas de confession. Sa pudeur et sa retenue toute classique à l'égard du moi l'éloignent de l'exhibitionnisme de Jean-Jacques. Proté insaisissable, il lui plaît de revêtir des identités diverses. Pour attaquer ou se défendre, il est notamment le pasteur Bourne, Jérôme Carré, le rabbin Akib ou Josias Rosel. Mais il livre des idées, non des états d'âme. Socialement, l'homme fut en apparence comblé. Poète officiel qui célèbre le mariage du dauphin ou la victoire de Fontenoy, historiographe de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, homme d'affaires avisé enfin, grand propriétaire, adroit gestionnaire qui fit la prospérité de Ferney. Pourtant, sa vraie vie n'est pas là. Elle est dans son activité incessante, dans son intarissable créativité, toujours vivace à 80 ans. Sa vie, ce sont ses combats d'intellectuels engagés. Bien au-delà du poète couronné qu'on aurait oublié aujourd'hui, il y a le défenseur de Calas, de Sirven, de Labarre, le Don Quichotte des malheureux, que la foule acclame en 1778 à Paris. Il a été, salué par tous, le chef du parti philosophique, admiré et adulé, haï souvent. Des haines qui, mieux encore que l'admiration, témoignent de l'importance de son action contre l'ordre établi. C'est sacré. Encore. Les Français doivent savoir aussi que la vaccination contre la variole n'est pas une invention diabolique, mais le moyen de sauver des millions de vies humaines. Que l'égalité devant l'impôt n'est pas une offense à Dieu, mais la condition d'une existence plus digne pour tous les citoyens. Que le travail mérite plus de respect que la noblesse. Et qu'un atelier ou un chantier ou une maison de commerce telle que la vôtre a plus d'importance que le palais d'un roi. Jamais la censure française ne vous autorisera de publier cela. Je ferai une édition clandestine. Il faut que les choses soient dites. Il faut que le progrès illumine le monde. En Angleterre, pas nature. Nous ne sommes pas très, what's the word for it, gesticulateurs. Mais laissez-moi vous embrasser. Vous êtes l'ami du genre humain. L'affection vous inspire des mots trop flatteurs. Je veux être simplement un contrebandier de la liberté. Le très humble serviteur de votre éminence. Et j'ose espérer que le christianisme de ma dernière tragédie a persuadé de mon zèle le plus sage des prélats et le plus puissant des premiers ministres. Les soucis du gouvernement de la France, monsieur, ne m'ont pas donné loisir d'assister à votre pièce. Mais chacun m'assure que c'est un ouvrage édifiant, une manière de nouveau Polyeucte. J'en suis fort aise. Mais j'ai peine à croire
que Zahir soit du même auteur que certains poèmes sur la mort d'une comédienne. J'étais dans le désespoir, monseigneur. Mais je ferai respectueusement remarquer que je ne m'en suis pris qu'à des prêtres inflexibles. Job, lui, dans son chagrin, insultait Dieu lui-même. Vêtu comme vous êtes, monsieur, je n'ai jamais songé à vous comparer à Job. Le roi a bien voulu me parler de vos mérites. C'est trop de bonté. Je le pense aussi. Sa Majesté aura oublié dans sa mansuétude que vous avez dédié votre Henriade à la reine d'Angleterre. Cette Angleterre qui est notre ennemi le plus constant. Sans oublier Zahir, votre éminence. Dédié à Monsieur Falconer. Un Anglais, je suppose. C'est mon ami. L'amitié est une belle chose. Mais que pensera notre souverain bien-aimé de cette phrase? Tout me semble ramener les Français à la barbarie dont Louis XIV et le cardinal de Richelieu les ont tirés. Malheur aux politiques qui ne connaissent pas le prix des beaux-arts. Merci pour Louis XV, monsieur. Et merci pour moi. J'ai un moyen assuré, monseigneur, de vous convaincre de mes bons sentiments. Que votre éminence daigne accepter ces quelques pages manuscrites des lettres anglaises, mon ouvrage en cours. Et qu'elle veuille bien me dire si elle y trouve le moindre mot répréhensible. Vous courez un grand risque, monsieur. Que son éminence me confie ses papiers, je lui en ferai rapport. Non, je les lirai moi-même. Au revoir, monsieur le Voltaire. Décrétons non seulement que ce livre infâme sera brûlé publiquement, mais ordonnons à toutes les autorités de police du royaume de pourchasser sans délai son auteur et de se saisir de lui par tout moyen qu'il sera nécessaire. Rapide, hein? Mais ça fait tout de même plaisir de m'avouer toutes les ordures, là. Imbécile! C'est votre liberté qu'on brûle! Ah non! Assez avec vos perfis! Le meilleur mathématicien d'Europe! Je le hais! Je suis sûr que pendant ces fameuses leçons de géométrie, il a essayé de coucher avec toi à Paris. Mon amour, tout le monde essaie de coucher avec moi, même mon mari. N'essaie pas de détourner la conversation. Ce Montpertuis est un porc, ses grosses mains sur toi. Ah, quelle horreur! C'est interdit de parler ainsi. De quel droit, d'abord? Du droit de la tendresse. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu aurais confiance en moi. Tu ne penses qu'au plaisir. Tu es folle de sensualité, tu m'as trompé à Paris. Et toi, ici, avec toutes les femmes de chambre, vieux satyre. Messaline! Oui, entrez. Madame. Go to hell, bastard. Thé ou chocolat, très cher? Chocolat, s'il vous plaît. Je ne supporte pas le thé. Neither a whore like you. Thank you. Oh, pimp. Merci, mon ami. Vos progrès en anglais m'éblouissent. Tu es une chienne. Et toi, un ingrat. Je ne suis qu'un stupide. Et moi, une sotte. Tous les deux, Émilie, nous ferons de Cirey le temple du cœur et de l'intelligence. Tu feras. Moi, j'essaierai de te suivre. De mon mieux. Mais à une femme divine comme toi, née pour briller, pour séduire, Paris ne manquera-t-il pas avec son concert, sa lumière, sa fête? Ma fête, monsieur. C'est Voltaire.
Je salue de toute mon âme le Salomon du Nord. Et moi, le Socrate et le Platon du siècle. Sire, je mourrais dans l'impatience de vous voir. Je mourrais si vous n'étiez pas venu. Tâtez ma fièvre. La fièvre, en quelque sorte, est ma spécialité. Des lentilles. Beaucoup de tisane et 30 gouttes matin, midi et soir de potions des Chartreux. Ami sublime. Et médecin en plus. Je laisse votre majesté se reposer. Êtes-vous fou? J'ai Voltaire auprès de moi et je m'en passerai. Foutre non. Tant que je vivrai. Je veux un joli garçon le matin pour me servir. 3 heures de politique pour gouverner ma Prusse. Un peu de flûte l'après-midi. Et la poésie tout le reste du temps. Je me doutais que vous étiez un roi philosophe. Maintenant, j'en suis sûr. L'Europe va entrer dans un siècle nouveau. Vous le dirigerez ici, et moi, je le chanterai comme Virgile. Vive Voltaire! Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien. Vous avez raison, c'est moi qui ai raison! N'est-il pas vrai, monsieur le Gaulois, que vous n'adorez pas le gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne? Assurément. Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez dans un certain bœuf celui qui a donné tous les bœufs. Mais... Oui? Bien. Le poisson onanès doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. Le poisson... D'accord. Je n'ai pas trop bien compris les paroles admirables que vous avez dites, mais je suis sûr que vous admettez aussi un être supérieur. Cela va de soi. Comme vous. C'est l'évidence. Vous êtes donc tous du même avis, et vous alliez vous entretuer. Vive votre poisson, vive votre chaos, vive votre Brahma, Vive votre Guy. Vive votre bœuf. Tout cela se dit en un mot, messieurs, tolérance. Vive la tolérance! Je vous ai préparé votre plat préféré. Des lentilles. Vous êtes ma consolation, mon enfant. J'espère bien, mon oncle. Vous ne souperez pas? Bien sûr que si. C'est seulement pour m'amuser la bouche. Comme vous devez vous morfondre, ma pauvrette. Veuve et enfermée par charité, avec un vieil homme qui n'attend plus rien de la vie. Un vieil homme? Un vieil homme. Il n'y a pas si longtemps, ce n'est point l'image de vous que vous m'avez donnée. Laissons cela. Et j'ai quelques lettres pleines de vos audaces que vous ne publierez sans doute pas dans vos œuvres complètes, monsieur le fripon. Bon appétit, messieurs. Joli hémistiche. Quelle nouvelle, compagnon? D'abord les vôtres, sire. Comment furent vos manœuvres? Brillantes, pétardantes, dignes d'épouvanter Vienne et Moscou et Versailles. La maîtrise, vous oubliez notre règle. Quand je rejoins mes philosophes, je veux ressembler à mon château, sans souci. Musique! Messieurs, Vos philosophes ont une grande nouvelle à vous annoncer. Diderot et d'Alembert veulent publier une encyclopédie moderne, vouée au progrès, rédigée par les meilleurs esprits du siècle. donc, j'en suis. Et moi aussi, de toute ma plume. Vous n'allez pas me quitter. Je mourrai en Prusse. Vous le savez. Le plus tard possible. C'est un ordre. Une encyclopédie. Ça me botte. J'écrirai un article sur la médecine expérimentale. Tous des machines. Moi, vous devinez mon article? Les androgynes de Platon.
être à la fois mari et femme, faire l'amour avec soi-même. Platon aimait cet amalgame qui résoudrait tant de problèmes. Comment votre majesté veut-elle faire l'amour en n'employant que des rimes féminines? Touché. Mais on ne se refait pas. Et vous, Voltaire, votre article sur les anthropophages. Un grenadier prussien rôti aux petits oignons. L'aile ou la cuisse? Quelle horreur! Manger de si jolis garçons. Je veux soutenir qu'il y a moins de scandale à manger son ennemi mort par nécessité, comme le font les Indiens et les nègres affamés, qu'à assassiner un innocent au nom d'une croyance ridicule. Quel est le plus coupable? Un malheureux réduit à dévorer son semblable? Ou le grand roi Agamemnon qui égorge sa fille pour que les dieux fassent avancer son bateau? Nous sommes trois insensés. Mon bon cousin Louis XV, qui fait toujours les choses trop ou trop peu, persécutera Diderot et d'Alembert. La liberté en France, c'est château en Espagne. J'ai mieux à vous proposer. Faisons nous-mêmes notre dictionnaire. Exactement. Avec une reliure en peau d'évêque. Ou de bonne sœur, on sera plus doux. Soyons sérieux. Quelle horreur. Je me réserve le mot prêtre. Roule. Messieurs les abbés, messieurs les prêtres, vous avez profité des temps d'ignorance et de superstition pour vous abreuver de la substance des innocents. Tremblez que le jour de la raison n'arrive. Vous êtes mon maître, mon exemple, mon héros. Ce refuge, il le découvre en Suisse, à Genève, les délices. Ah, Tronchin, je ne vous montrerai jamais assez de gratitude. Me soigner si bien et m'avoir indiqué ce paradis. Le plaisir et l'honneur sont pour moi. Il me faut des amis tels que vous pour supporter sans m'étouffer de rage la nouvelle extravagance de ce Rousseau. Discours sur l'origine de l'inégalité. Je n'ai rien contre le sujet. Mais quelle folie dans la dissertation. Comment Diderot, d'Alembert, Helvétius, moi, tout le monde. Défendons les idées de progrès, de civilisation, de technique. Et voilà ce Jean-Jacques qui nous propose de vivre comme des sauvages. Il aime la nature, les prairies, les fleurs. Il est fou. Croit-il que nous trouverons davantage le temps de penser, donc d'être plus libres, parce que nous détruirons les bibliothèques et... et brouterons de l'herbe. Aidez-moi à me relever. Mon oncle, à votre âge. Ah, vous laissez-moi. Je suis en colère, morbleu. Non, monsieur Rousseau, non. La seule égalité parmi les hommes, ce sera la libre circulation des idées dans tous les pays. Ce sera le progrès de la science, de l'industrie, du commerce. Le reste n'est qu'une utopie grotesque et dangereuse. Un homme fait sur la terre la même figure qu'un pou sur une montagne. Mais cet homme peut combiner des réflexions et devenir meilleur. Oh! Nouvelle épouvantable! Rousseau a écrit un nouveau livre. Ne riez pas. Voyez la Gazette. Un tremblement de terre au Portugal. L'horreur. On n'en avait jamais vu comme ça. Mon Dieu. Ah oui, c'est le moment de parler de lui. La capitale d'une grande nation catholique. Et qui adore ce Dieu dans des centaines d'églises. Cette capitale foudroyant en 5 minutes, 40 000 morts. Des blessés qui agonisent sous les décombres. Des enfants devenus enragés de peur et de solitude. Les épidémies qui vont s'abattre en supplément. Ah oui, elle est belle, la providence divine. Calmez-vous. Non, jamais. Il faut que j'écrive. Il faut que les hommes comprennent enfin qu'ils sont seuls. Et que Dieu ne s'occupe pas davantage de nous que nous des fourmis ou des hannetons. Ah oui, providence. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Vous le demandez. Un chef-d'œuvre. Dans certaines périodes, c'est la France qui me persécute. Puis les choses se calment.
Et c'est Genève qui me cherche querelle. Pour le vieil écureuil que je suis. L'idéal consiste donc à posséder 2 arbres. Si l'on secoue les branches pour m'attraper, je saute dans l'autre. Vous voulez une seconde maison pour faire vos écureuillades? Je l'ai presque. Le président de Brosse est disposé à me céder un grand domaine juste de l'autre côté de la frontière, avec un titre de seigneurie. Un titre de seigneurie? À volonté, et en restant toujours chez moi, je serai ici ou je serai en France. La béatitude parfaite jusqu'à ma mort. Mais je suis vivant, mes amis. Place au théâtre. Nous jouerons demain soir en France. Je vous présente mes excuses, mais je préfère me retirer. Je ne saurais entendre parler de cette nouvelle provocation que je tairai au reste par souci de votre sécurité. Au revoir, monsieur Prudence. Au revoir, monsieur Folie. Nous jouerons dans la grange du président, personne ne le saura. Envoyez des gens là-bas qu'ils nous préparent une petite scène. Oedipe, Mérope, Mahomet, l'orphelin de la Chine, que mettons-nous au programme? Candide! C'est un roman, pas une pièce. Mon oncle! Mon oncle, vous connaissez la nouvelle? Non? Votre ami Richelieu vient d'écraser la flotte anglaise à Port-Mahon. Admirable! Manière, nous allons construire un arc de triomphe dans le parc avec des inscriptions latines en honneur de Richelieu. Tant mieux! Cela vous empêchera de perdre votre temps avec ce balourd de Rousseau. Je ne lui répondrai pas. Oh. Je ne lui répondrai pas, mais je lui réserve un petit roman terrible qui ridiculisera à jamais sa chère Providence. Et Leibniz, je suppose. Et Leibniz. Voulez-vous en connaître le début? Volontiers. Je l'ai rédigé tout à l'heure d'un trait. Et je vais vous le lire. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentrunk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit et l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Candide ou l'optimisme par Monsieur de Voltaire. Je m'appelle Candide et je vis en Westphalie. Où ça? En Allemagne, dans le château de monsieur le baron de Thundertentrunk. Monsieur le baron est un grand seigneur, car son château a une porte et une fenêtre. Et je suis amoureux, en silence, de sa fille, la belle mademoiselle Cunégonde. Avec elle, dis donc, pas besoin d'oreiller. Et voici monsieur Pangloss, le précepteur de mademoiselle Cunégonde. C'est un homme fort savant, car il enseigne la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il est démontré par monsieur Leibniz que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour avoir des lunettes. Aussi, avons-nous des lunettes. Calas est mort. Les os broyés, les membres déchirés, criant son innocence. Je meurs innocent. Monsieur Audibert, je sens que cette affaire va saisir toutes les puissances de mon âme. Enfin, messieurs de Toulouse, expliquez-moi pourquoi vous refusez de rendre publiques les pièces du procès, alors qu'elles devraient servir à donner horreur du fanatisme. Serait-ce parce que ce fanatisme
c'est le vôtre. Je parlerai pour tous, mon illustre ami, en vous disant une fois encore que vous êtes le plus grand esprit du siècle. Et je parlerai pour moi, en vous suppliant de renoncer à cette bataille. Comment? Vous n'aurez pas que le Parlement de Toulouse contre vous. Vous aurez tous les parlements de France, d'une force terrible, qui fait peur, même au trône. Elle vous écrasera. Eh bien, qu'elle m'écrase. J'aurai eu le temps de pousser mon cri. Et toute l'Europe l'entendra. Je vous chasse. Partez d'ici, sur l'heure. Dehors. Quoi? Me traiter de la sorte après tout ce que j'ai fait pour vous? Ce que vous avez fait. Je m'en doutais depuis des mois, mais je me refusais à le croire. Mais maintenant, j'ai des preuves. Vous avez vendu des manuscrits que je voulais tenir secrets. Vous avez volé mon argenterie. Oui, vous me dépouillez peu à peu, en attendant que je meure. Moi? Oui, vous n'êtes qu'une intrigante et une grosse dinde. Une grosse dinde que tu aimais bien trousser. Vieux cochon. Plus un mot, ni de ça ni du reste. Allez, décapissez. Et si je vous trouve encore ici demain matin, je vous étrangle. On s'arrête, on boit. Avez-vous quelques marchandises à déclarer? Oui, oui, mon ami. De la contrebande. De la contrebande? Enfin, de quelle sorte? Moi? Monsieur Voltaire! C'est Voltaire! Voltaire est là! Je l'écoute, c'est Voltaire! Venez, venez! Vous voyez qu'on ne vous a pas oublié. Merci, merci, merci mes amis. Merci mes amis, merci. Je souffre de partout. Secourez-moi! Le cœur, la vessie, les jambes. Si froid. Appelez Tronchin par pitié. Pour qu'il vous soigne tout de travers? Jamais. Carogne, chienne. Qu'est-ce qui vous prend? Êtes-vous encore plus fou que d'habitude? Non, infâme. Plutôt, oui, j'ai été fou. En faisant de vous ma légataire universelle. Aujourd'hui, vous vous moquez bien que je meure. Hein? Et même vous n'attendez que ça pour jouir impunément de cette fortune que vous ne méritez pas. Je vous hais. Un mot de plus et je vous fais enfermer. Je recommencerai mon testament. Je vous déshériterai. Aucun notaire n'entrera ici. Monsieur de Villette et moi nous y opposerons. J'écrirai. J'écrirai que vous m'avez volé. Oui. J'écrirai que vous êtes indigne. Non. Vous écrirez? Avec quoi? Et j'ai expédié votre Vanière à Ferney pour une semaine. Moi, je vous en supplie. J'écrirai rien contre vous, je vous le promets. Mais rendez-moi ma plume. On peut pas payer. Vous n'aurez rien. La comédie est finie, monsieur.